parmi celles qui vont envoyer les invitations et nous continuons à avoir le plus grand nombre possible. Nous sommes, en tant que femmes travailleuses, en tant que femmes sur la participation des agences sœurs, nous avons la représentante qui est déléguée aussi de OCHA qui est là, le collègue de Olive de la FAO. Donc, comme je le disais au début, ouvrir à partir de son témoignage, elle est déjà là avec nous. Et après ces petits mots, l'introduction sur le thème national qui est pensé et qui est à partager en termes de la promotion du genre dans le travail que nous faisons au quotidien. Et soyons le plus relax possible, c'est pas à Ernest pour qu'il puisse prononcer. Alors ce jour, au nom du représentant résident qui a dû s'excuser parce que lui il était déjà là avant nous tous, parce qu'appelé d'urgence au ministère pour régler d'autres questions. Donc c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole pour ouvrir cette petite cérémonie qui, comme l'a déjà dit Madame la Présidente de l'association, ne se veut pas solennelle, mais d'une session de causerie et de partage entre nous tous. C'est donc pour moi l'occasion de rappeler que le mois de la femme, et particulièrement cette cérémonie, engage tout simplement l'humanité entière sur les questions du triomphe de l'équité entre hommes et femmes. Comme vous savez très bien, c'est une discussion qui date de Mathusalem, on disait un d'autres, et on espère quand même qu'avec le temps, malgré toutes les rattrapages beaucoup plus rapides que ce qu'on a connu par le passé. C'est pour ça qu'effectivement, le thème qui a été choisi, à savoir penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, est un thème qui tombe à propos. Il est d'autant plus approprié pour nous, particulièrement les agences du système des Nations Unies intervenant au Congo, que la plupart de nos documents de programme sont déjà arrivés à terme et sont en cours de renouvellement. Et effectivement, toute cette notion d'équité, toute cette notion d'innovation, toute cette notion de travail intelligent doit pouvoir être considérée pour nous assurer qu'effectivement nous apportons un service approprié à cette question de développement qui est poignant dans ce pays qui nous accueille si chaleureusement. Les Nations Unies ainsi que les autres organismes, comme vous savez bien, qui innovent, pensent leur changement en associant non seulement les femmes et les hommes en termes d'équité dans la réflexion, mais aussi s'assurent que cette innovation contribue effectivement à lever les contraintes de développement dont nous savons très bien que la contribution de tous, c'est-à-dire particulièrement des hommes et des femmes, est indispensable pour une meilleure réussite. On ne saurait effectivement atteindre aucun objectif si on doit laisser un genre de côté ou si on ne traite pas de manière équitable tous ceux qui interviennent effectivement dans cette chaîne-là. Madame Charlotte Isao, qui malgré toutes ses charges et toute sa responsabilité, a bien voulu venir ici avec nous, partager avec nous son expérience dans le domaine. Et notons que ce n'est pas pour rien, c'est bien à juste titre qu'on l'appelle Madame Courage. Et je crois qu'elle va réussir à partager avec nous et à nous galvaniser tous, hommes et femmes, pour pouvoir suivre le modèle qu'elle va nous présenter. C'est à cette occasion, pour moi, d'espérer que face à tout ce que nous allons tirer de cette journée et ce que nous allons tirer de tout le reste du mois, nous allons pouvoir effectivement dissiper toutes les hésitations qui existent entre nous, particulièrement sur le rôle
que l'équité et particulièrement l'innovation peut jouer dans la levée des contraintes qui minent le développement de ces pays. Je vous remercie et je passe, j'espère que vous appelez pour qu'elle puisse revenir un peu sur le thème. Et donc, cette obligation, c'est pour que nous ayons un engagement pour la promotion du droit de la femme, qui est aussi un droit humain. Et donc, pour cette année, comme vous l'avez dit, le thème c'est bâtir équitablement, penser équitablement, bâtir intelligemment, et puis innover pour les changements. Et donc, pour nous, au PLUT, pour célébrer cette journée et pour lier aussi cette thématique à notre travail, nous avons pensé inviter une femme que nous allons tous et toutes découvrir tout à l'heure. Et à la fin de son intervention, nous allons devoir lier notre travail, nous, en tant que PLUT, qui travaillons, ou les autres agences qui sont au service des nations et des peuples, comment nous devons nous comporter par rapport à notre vie personnelle et par rapport au travail que nous faisons, l'environnement dans lequel nous travaillons, notre sécurité et tout, nous allons découvrir. Donc, je ne peux pas entrer dans la profondeur du thème tel qu'il nous a été donné, mais j'aimerais que Mme Issa puisse nous parler. Et quand elle va nous parler, nous allons découvrir comment nous devons bâtir équitablement, penser intelligemment et innover dans notre façon de travailler. Et donc, Mme Issalou, elle va se présenter et je vous prie de la suivre avec attention et avec vraiment tout notre cœur pour que nous arrivions à comprendre et à établir les liens qu'il y a entre son intervention et notre travail à nous tous et nous toutes en tant qu'agence du système des Nations Unies. Et donc, voici ce que j'avais à dire pour introduire Mme Issa. Je vous remercie. Du système des Nations Unies. Et je vais faire un effort pour condenser mon exposé. J'aurais voulu quand même avoir 30 minutes, mais puisque je n'ai que 20, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Merci beaucoup. Moi, c'est Joséphine Charlotte Issalou Issangui. Mon nom Issalou signifie travail. Et comme disait le Romain, le nom c'est l'augure. Ça me colle à la peau, le travail. Parler de comment se construire après un drame. Je crois que je vais, moi, me limiter à raconter mon drame. Chacun de nous va essayer de trouver quelque chose dans ce drame-là pour essayer de reconstruire sa vie par rapport à mon histoire, qui n'est pas facile à raconter, parce que culpabilité du ministre pour se retrouver comme une fille ordinaire violée dans la rue et essayer de se reconstruire, c'est pas facile. C'est pas facile à raconter, mais je vais essayer. À l'école, dans mon village, à mon terre d'école, j'ai fait des études normalement comme tout le monde et je me suis retrouvée au lycée. Mon leadership a commencé vraiment au lycée parce que je n'étais pas ordinaire. Je devais diriger la revue de l'école qui s'appelait Le Monde, où j'étais la rédactrice en chef. C'est là qu'a commencé mon leadership. C'était facile, même pas facile, mais je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et j'ai continué. Maintenant, après mon école secondaire, je suis venue à l'université et le deuxième point de mon leadership, c'est que je devais diriger une ONG de femmes. J'étais la présidente de l'association des anciens élèves du Congo.
que chacun devait poser sa candidature et que chacun devait surveiller ses voix. À l'époque, ce n'était pas facile de se frayer un chemin dans l'arène politique. Parce qu'il fallait être connu du monde politique, il fallait être dans les cercles. Et je n'étais ni dans les cercles, ni à côté du cercle, ni tout près du cercle. Mais tout ce que je savais, c'est qu'il a dit démocratie, que les gens se présentent. Et je me suis présentée, mon association m'a beaucoup aidée. Les femmes se sont vraiment mobilisées autour de moi et nous avons bâti une vraie campagne. C'était vraiment une vraie campagne. Avec les systèmes qu'on avait utilisés plus, c'était on allait de maison en maison, de groupe en groupe. Et ça fait comme une goutte d'eau dans l'huile, hein, ça s'est répandé. Et les gens m'adoptaient facilement. Je devais me présenter à la FUNA, c'est-à-dire Ngaba, Makala et à l'époque, dans le Lunga n'était pas dans la FUNA. Il y avait 7 communes, dont c'est le Baou. Et je me suis présentée. Et ce qui était curieux, c'est que les gens se constituaient eux-mêmes en témoins. Ils tenaient à tout prix de voir cette jeune fille là passer. Les gens se sont constitués en témoins. Je n'ai pas payé des témoins. L'élection s'est bien passée. Donc, je n'avais peur ni de mon couteau, ni de son système, ni de quoi que ce soit. Je l'ai en toute indépendante. Et ce n'était pas facile. Politique, et ça peut vous retomber à tout moment. Mais moi, je m'en foutais pas. Les gens l'adoraient. Ce n'était pas. L'enquête sur le massacre des étudiants de l'université de Lubumbashi. La deuxième chose, c'est l'invitation de Mobutu à Goma. Il y a eu, à l'époque, c'était le premier ministre Lunda Boluru, il y a eu le massacre à l'université de Lubumbashi. On a envoyé des commandos pour tuer les étudiants. Au fait, quand nous sommes allés enquêter, avant de faire l'enquête, on a composé, le Premier ministre est venu au Parlement, au Conseil législatif à l'époque. Il va prendre le micro pour raconter qu'il y a eu des histoires à Lubumbashi. Les parlementaires se sont fâchés, lui disant tu as un micro chez toi, tu as un système de communication. Pourquoi c'est au Parlement que tu dois faire ça? Nous devons faire une enquête et descendre sur place. Moi, d'emblée, je n'avais pas été élue parce que je parlais tellement franchement qu'il était difficile qu'on me mette dans une enquête quelque part. Il était difficile qu'on me choisisse même pour une mission à l'étranger. Parce qu'il se disait, je vais devoir des secrets. Il est venu toquer à ma porte. Il me dit, nous sommes présents, il dit, bon, faites une délégation, une sous-délégation pour aller. Et je devais aller à Likasi. À Likasi, et une fois arrivé là-bas, on m'a confié. Vous chassez à un endroit, il n'y a pas de gilet. Oui, chers collègues, victimes, et on a des larmes, on est abattu, mais comme elle dit, parfois nous-mêmes nous sommes aussi exposés. Et si vous suivez ces témoignages, quelques 2 ou 3 questions. S'il vous plaît. Je voulais savoir, est-ce que plus disponible pour ce peuple, c'est comme un échec, mais de façon un peu plus stratégique? Bon, nous avons les journalistes. Oui, qui laisse encore un pan douter de notre histoire. Merci beaucoup. Je suis de les étudiants courent devant la télé noir et blanc qui était la nôtre à l'époque.
Pour écouter de la roche du succès se trouve le lac de la douleur et de l'insuccès. Toutes les fois que vous êtes dans votre évolution, dans votre émergence, ne soyez pas toujours porté uniquement sur votre ambition. Soyez aussi attentifs et attentives à ceux qui voudraient faire la même chose que vous, mais qui ne l'ont pas fait. Ils sont, d'un point de vue relationnel, des personnes qui peuvent devenir des obstacles. Soyez aussi attentifs à ceux qui voudraient faire le contraire de ce que vous faites. Ces personnes pourraient aussi être des obstacles. Mais soyez aussi attentifs ou attentives à ceux qui ne voudraient rien faire du tout et qui n'accepteraient pas voir vous faire quelque chose. Donc il y a ces trois configurations relationnelles qui sont importantes, que vous ne devez pas oublier dans votre ascension. Et donc ça nous amène à cette évidence que le drame, il est inscrit dans la trajectoire de notre existence, on ne va pas l'oublier. Quand vous riez, sachez que le verbe pleurer, ce n'est pas vous qui l'avez mis dans les dictionnaires, il va falloir que quelque part quelqu'un l'utilise. Si ce n'est pas vous le matin, ça peut être vous le soir. Donc ne trouvez aucun plaisir à voir l'autre pleurer et vous vous applaudissez. Voilà. Et donc, il y a derrière le drame le fait que vous avez l'obligation de rester debout. C'est ça le concept de résilience. Tomber et ne pas rester couché. Vous devez toujours vous relever. Que vous perdiez un contrat au PNUD, que vous soyez en difficulté dans vos relations interprofessionnelles, en tout cas, c'est un drame que vous devez gérer, la résilience. Le deuxième concept qui est essentiel, c'est que dans tout ce que vous faites, pensez d'abord à vous-même, à votre sécurité. C'est un élément important. Maman Issalou n'a pas été très explicite sur ces points. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir lu les livres et de l'avoir déjà écouté dans notre session de coaching qu'on a eu à faire avec des femmes. Il y a un élément important, c'est que les chauffeurs que Maman Issalou utilise est au fait le frère d'une femme politiquement toxique qui lui en veut. Alors, vous qui avez de personnes de bonnes à la maison ou des gens, je ne veux pas citer, soyez très attentifs aussi à la manière dont la réceptivité se crée. Lorsque vous savez que déjà il n'est pas possible que vous ayez un même terrain d'entente, si vous avez fait un effort, ça n'a pas marché, peut-être que la meilleure sécurité serait de ne pas garder la personne. Parce qu'en réalité, votre sécurité compte par-dessus tout comme étant l'enjeu prioritaire de votre existence, et ça c'est très important. Troisième élément que vous devez avoir, et ça puise dans la question de Maman Marthe et la question de Lorraine, la douleur d'un témoignage, on la comprend mieux que parce qu'on a vécu les faits soi-même. Aujourd'hui, le titre est révélateur quand même de son ouvrage, hein, Mes années de silence. Ça veut dire que j'ai décidé de briser ce silence. Mais qu'est-ce que l'on a ressenti tout le temps où on s'était décidé de ne pas au fait s'exprimer? Qu'est-ce qu'on était? Il bouillonne en nous des passions, des douleurs, des émotions, mais tout cela, ça définit notre identité. Donc quand vous évoluez dans une relation, apprenez à supporter l'autre. Vous ne savez pas, quand vous rencontrez tel collègue au travail, quelle est son expérience passée. Et donc vous risquez de croire. En fait, la difficulté que l'on a dans la vie, c'est de considérer l'autre comme soi-même. L'autre est différent. Il est le produit d'une histoire, d'un contexte, d'une trajectoire, d'une psychologie et même d'une sociologie particulière. On doit intégrer tout ça dans l'appréciation de l'autre. Parce que parfois, on passe le temps à incriminer les collègues. Oui, il réagit de telle manière. Mais vous ne savez pas, il est le produit de quelle histoire. Donc, moralité, quand il s'agit des autres, allez à la rencontre des autres avec les cœurs. Mais alors gérez-vous avec votre cerveau. Soyez plus exigeants vis-à-vis de vous-même, mais plus tolérants vis-à-vis des autres. Ça fait partie aussi de l'équilibre que l'on peut créer dans nos dynamiques relationnelles. Bref, dans des situations difficiles, dans des situations exceptionnelles, la pensée initiale ne compte plus. Il faut trouver une nouvelle façon de penser, de réfléchir. Donc il faut innover. Il faut innover pour bâtir une autre vie.
Nous sommes au niveau de plus exactement à cette croisée de chemin. Comme le disait Ernest au début, nos programmes sont finissants. Mais on peut considérer qu'on a évolué dans un environnement où il y a eu des susceptibilités sociales, politiques, économiques et financières qui nous ont obligés aujourd'hui à dire où va les PNUD. Est-ce que nous allons continuer le nouveau cycle programmatique avec les mêmes modes de pensée où nous devons innover? Il faut innover. Il faut innover parce que dans l'entretemps, d'autres partenaires ont exigé que les choses changent. Donc si nous-mêmes nous ne changeons pas, nous n'allons pas nous adapter au nouveau, nous n'allons pas dépasser le drame que nous avons vécu. Le drame, c'est quoi? C'est l'écart entre la mission qui était la nôtre et la situation qui est la nôtre. Donc il faut très, très prudemment savoir tirer ces leçons-là. Un autre élément qui est essentiel, c'est le changement. On ne change pas seul, il faut changer avec les autres. Nous devons donc être disponibles pour soutenir ceux que nous considérons comme pas suffisamment prêts à prendre le train du changement comme nous. Et donc la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous faisons pour l'autre collègue dont nous considérons qu'il n'est pas prêt comme nous à faire les choses autrement? Au lieu de passer le temps à les critiquer, il faut les soutenir. Parce qu'au-delà, si Maman Issa le dit, les femmes doivent apprendre la solidarité. Maman Issa, je voudrais avouer que les hommes n'ont pas eux appris la solidarité mieux que les femmes. Hein? Donc, les êtres humains sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Mais il est important qu'on ne décède pas de choses très basses que l'on voit dans certaines relations. Il n'y a pas de raison que quand une femme est promue, au lieu que toutes les autres femmes applaudissent, il y en a qui disent « Ah, maintenant c'est la souffrance qui commence ». Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les femmes puissent dire « Ah, ça aurait été mieux que ce soit un homme, parce qu'elle là… » Mais si c'était vous, alors, en réalité, vous êtes en train de dire « Ça aurait été mieux que ça ne soit pas moi, que ça ne soit pas elle, que ce soit un homme. » Non, je pense qu'on peut avoir un autre regard sur la société et ainsi pousser les choses au changement. Soyons flexibles. Au clôture. Je finis par là. Soyons flexibles dans la vie. Maman Issa Lô est consciente que si on pouvait lui donner la chance aujourd'hui d'être dans un bureau, en fait c'est ça, si on vous donne la chance aujourd'hui de conseiller les personnes, vous allez les conseiller sur base de votre expérience. Et donc n'attendons pas lire autant de livres. Il y a ces livres-là que nous venons d'écouter. En fait, c'est un livre audio que nous avons suivi tout à l'heure. Soyons flexibles. Dans les rapports de force, lorsque vous n'avez pas l'avantage d'avoir la main, évitez de vous enfoncer. Attendez que la situation vous soit favorable pour que vous puissiez poser la main. Je crois que c'est par là que je peux terminer. Maman Issa Lô pour sa présence dans nos murs et l'épargne si beau qui nous couvre aujourd'hui. C'est au nom de… La journée d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Comme vous le savez, au niveau mondial, on célèbre la journée de la femme le 8 mars. Et ici, au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, nous avons choisi ces derniers jours pour que nous aussi, en tant que femmes, staff féminin du système des Nations Unies, nous puissions avoir un moment pour nous aussi réfléchir sur le thème du mois. Parce qu'en même temps, nous travaillons pour les communautés locales, en même temps, nous travaillons pour d'autres bénéficiaires, mais nous sommes aussi femmes et nous avons aussi des questions, des préoccupations que nous nous posons par rapport à la condition de la femme, par rapport à la parité, par rapport à l'évolution de la femme. C'est comme ça aujourd'hui avec les femmes des agences comme OCHA, FAO, OMS, ONU Femmes et les PNUD. Nous nous sommes retrouvés autour d'une grande personnalité historique, une ministre honoraire, Madame Issa Lô, qui est venue nous partager son témoignage pour que nous puissions voir comment bâtir une vie après un drame. Bon, vous savez, le choix est toujours justifié par un besoin. On avait besoin d'avoir un témoignage d'une femme qui est leader, une femme qui est mère de famille, une femme qui a fait la politique, une femme aujourd'hui qui est aussi dans les milieux associatifs. Donc, elle rassemble un certain nombre de qualités
qui montre que c'est possible de pouvoir faire toutes ces choses, évoluer, mais il y a un temps où on peut trébucher et tomber, sombrer, mais avec sa capacité et son courage, elle a su surmonter les drames qu'elle a vécus à l'époque. Vous savez, ce n'est pas facile qu'une femme politique, avec une renommée de l'époque, soit violée et qu'elle puisse se reconstruire, et qu'aujourd'hui elle soit en mesure de témoigner. Elle a même publié un ouvrage sur son histoire. Je pense qu'en elle-même, elle est vraiment une actrice de développement, et comme nous sommes dans le développement, on ne pouvait qu'elle la choisir. C'était comment bâtir intelligemment la carrière. Comme vous le savez, le thème au niveau mondial, c'est réfléchir autrement, bâtir intelligemment et puis innover pour le changement. Donc on a essayé de pouvoir adapter ces thèmes par rapport au travail que nous faisons. Comment faire en sorte que les staffs féminins des Nations Unies puissent bâtir intelligemment la carrière. À travers, nous avons appris tout à l'heure que c'est à partir du travail, l'engagement, comment voir la sécurité dans les milieux où nous travaillons, comment voir la résilience et quand on a des situations d'obstacles, comment pouvoir se relever et pouvoir continuer le parcours. Démocratique du Congo, Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, CNSA. Communiqué de presse. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral prend acte du sens d'État du président de la République, chef de l'État, en levant la suspension de l'installation du Sénat conformément à l'esprit et à la lettre de la Constitution et des lois de la République. Néanmoins, cela n'enlève en rien les irrégularités constatées qui ont entaché la crédibilité du processus électoral, notamment 1. La violation de l'article 10.10 de la loi électorale sur l'inéligibilité de membres de la CENI. En effet, certains membres des cabinets du président et vice-président de la CENI ont été élus sénateurs en violation de la loi électorale numéro 11/003 du 25 juin 2011, loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/0013 du 24 décembre 2017, texte coordonné, qui stipule, je cite, « Sans préjudice des textes particuliers sont inéligibles les membres de la CENI à tous les niveaux, y compris les personnels. » 2. Le non-respect de l'inéligibilité de membres des institutions d'appui à la démocratie, dont ceux du CNSA, qui n'ont pas déposé leur démission. Le CNSA a constaté en effet que certains de ses membres dont les candidatures étaient validées par la CENI n'ont pas démissionné comme l'exige l'article 10.9 de la loi électorale numéro 11/003 du 25 juin 2011, loi numéro 15/001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, texte coordonné. Avéré des grands électeurs. La sanction de toutes ces irrégularités relève de la compétence du pouvoir judiciaire dont l'indépendance est consacrée par la Constitution et les lois de la République et dont le peuple attend des décisions soit collectives, soit individuelles. Par cela, chacun de nous s'acquitterait de ses devoirs et obligations historiques devant l'avenir de notre beau pays et des générations futures. Le Congo, une institution forte et crédible, dont les règles de fonctionnement s'imposent à tous, en lieu et place des hommes forts. Fait à Kinshasa, le 29 mars 2019, Joseph Olengankoy Mukunji, président.